c'est vrai que cette année a été agitée et même si on pensait qu'on avait vu le pire en 2019, 2020, 2021 avec le Covid, la pandémie, la guerre, l'inflation, etc., eh bien, on en a eu pour notre argent en 2023 parce qu'on a continué à voir les taux d'intérêt qui sont toujours en augmentation, une augmentation des taux, poursuite de l'inflation alors qu'on avait dit qu'elle serait transitoire, de nouveau des faillites bancaires, la dédollarisation, eh bien, on en a eu pour notre argent. Ça a été un début d'année plus que agité. Alors, j'ai un peu fait le tour un peu de l'actualité et des différents experts en la matière et je vais baser un peu mon exposé d'aujourd'hui en m'appuyant sur ce qu'a déclaré Philippe Beuchat, qui est le rédacteur en chef d'Agora. Je vous donnerai évidemment, comme à chaque fois, des liens si vous voulez approfondir une partie du sujet en particulier. Alors, j'ai découvert que Philippe Beuchat est un peu du même avis que moi. Pour lui aussi, il considère que ce premier trimestre a été plus que agité, voire original dans son développement. Et pour lui, eh bien, il dit qu'on a commencé évidemment ce début d'année avec ce fameux stress bancaire qui finalement aurait pu prendre une tournure catastrophique et finalement, eh bien, ça a à peine duré 10 jours et au bout de 10 jours, la situation est revenue normale, les marchés sont revenus au sommet, les taux ont perdu 50 points et tout est rentré finalement dans l'ordre assez rapidement et s'en est suivi malgré tout un premier bouleversement qui a fait sa réapparition ici de manière beaucoup plus précise puisque on a vu pointer le doigt de plus en plus d'États qui sont en train de s'écarter du dollar et de faire face à une dédollarisation que nous avons déjà d'ailleurs évoquée la fois passée. En effet, juste après ce fameux stress bancaire de 2-3 faillites aux États-Unis, dans les banques qui se sont suivies par une en Suisse, eh bien, on s'est rendu compte qu'une vingtaine de pays ont décidé de quitter le monde du dollar. Et puis, on est rapidement passé à 26 États. Finalement, on en est arrivé en 15 jours de temps à plus de 50 pays qui ont rejoint ces fameux groupes de pays qui ont décidé de ne plus utiliser le dollar et de prendre une alternative à celui-ci. Et tout cela, c'est juste arrivé à un moment précis, juste à la fin de la crise bancaire des USA. Ces États, donc, qui sont à plus de 50, on ne va pas les nommer, mais enfin, il y a déjà la Russie, il y a déjà l'Arabie Saoudite, le Brésil, l'Égypte, les pays de l'Océan, qui ont décidé de faire leurs transactions commerciales, que ce soit en achat ou lorsqu'un client veut les payer, eh bien, de ne plus faire leurs transactions de manière basée sur le dollar, mais ont décidé que la monnaie serait une monnaie locale ou bien ce serait le fameux yuan chinois. Pourquoi en arrive-t-on au yuan chinois? Eh bien, les Chinois sont des gens très intellectuels, très intelligents. On les appelle d'ailleurs des fameux tigres de papier. Ce sont des gens qui prennent le temps d'arriver à ce qu'ils ont envie d'arriver. Et s'il faut 50 ans pour y arriver, il leur faut 50 ans. Eh bien, ici, il a été prévu dans les plans chinois que pour 2049, eh bien, ils voulaient retrouver une certaine puissance économique et financière. Alors, les Chinois ont envie, évidemment, comme vous l'avez compris, de redevenir le numéro un, surtout dans le domaine économique. Et pour eux, le but, eh bien, ce n'est pas d'être hégémonique, mais de devenir une référence.
En effet, à l'heure actuelle, le monde a changé et intellectuellement, celui qui domine le monde, ce n'est plus celui qui est hégémonique au niveau militaire, mais c'est celui qui réalise le plus de transactions et qui a sa monnaie qui est la plus utilisée dans le monde. Alors, si on compare entre la Chine et les USA, eh bien, on se rend compte que les USA ont 830 bases militaires secrètes dans le monde et que la Chine, eh bien, elle a un comptoir commercial qui est quasiment jusque l'Amérique du Sud. La route de la soie va jusque l'Amérique du Sud. Alors, la question toute simple, qui est le plus puissant? Est-ce celui qui a des bases militaires dans le monde entier ou celui qui a la devise la plus utilisée sur le marché mondial? Eh bien, à l'heure actuelle, eh bien, c'est la domination passe nécessairement par la domination d'une monnaie. Et ce n'est plus l'hégémonie militaire comme par le passé. C'est cela qui différencie l'hégémonie de la domination. Eh bien, c'est la différence sur laquelle on est numéro un, dans le secteur dans lequel on est numéro un, eh bien, actuellement, la Chine est dans le vent puisque c'est sa monnaie qui est la plus utilisée au monde. En chiffres, la Chine représente à elle toute seule 20 milliards de PIB et 50% des produits commerciaux achetés dans le monde proviennent exclusivement de la Chine et les États-Unis sont évidemment un des plus grands acheteurs à la Chine. Alors, si les États ne veulent plus disposer du dollar, eh bien, ils ont comme alternative cette fameuse monnaie chinoise qui est le yuan. Malheureusement, le yuan a ses désavantages également, c'est que le yuan n'est pas très convertible et en plus, eh bien, c'est un État qui est communiste et qui a des valeurs culturelles différentes de bon nombre de pays dans le monde. Et vous savez que quand on voit la politique américaine et comment elle a agi vis-à-vis et à l'égard de la Russie, où du jour au lendemain, sans appui légal, les États-Unis ou même un autre pays dans le monde d'ailleurs, hein, ça pourrait être n'importe quel pays, vient à l'idée de confisquer une partie des avoirs ou une devise ou empêcher tel pays de commercer, eh bien, à partir de ce moment-là, ça met un certain froid dans les gens qui possèdent de l'argent, principalement le dollar, et qui se disent, ben, j'ai du dollar, et du jour au lendemain, bon, ben voilà, je vends mes dollars, je prends du yuan, le yuan c'est communiste, si un jour on décide que le yuan est confisqué, eh bien, mon argent n'a plus de valeur. Alors la plupart des États, ben, ils sont un peu craintifs face à l'usage qu'on pourrait avoir du yuan et par conséquent, en quoi vont-ils remplacer le dollar si le yuan n'est pas une devise très fiable? Eh bien, il reste l'euro, mais l'euro, ben, les États ne font pas très bonne figure non plus. Pourquoi? Parce que nous sommes un continent en guerre, quoi qu'on en dise. Rappelez-vous les paroles de notre cher président français, nous sommes en état de guerre et par conséquent, eh bien, beaucoup d'États étrangers n'ont pas très envie non plus de remplacer le dollar par de l'euro. Donc, ils n'ont pas d'autres alternatives que soit d'utiliser des devises comme le yen, dollar australien, dollar canadien, couronne norvégienne, couronne suédoise, mais bon, ce sont quand même des monnaies qui sont représentatives, qui sont sérieuses, mais bon, ça ne représente quand même pas la domination que représente le yuan ou le dollar. Par conséquent, eh bien, vous l'aurez compris, la plupart des États liquident leur dollar et le remplacent par de l'or. Raison pour laquelle nous voyons actuellement énormément d'États qui continuent à acheter de l'or comme par le passé
et même en très grosse quantité. Et la raison première en est la dédollarisation dans le monde et le fait que les États veulent remplacer leur dollar par une autre devise et le remplacent par de l'or. Alors, la question que l'on pourrait se poser, eh bien, c'est de se dire, mais au fond, est-ce que cette dédollarisation a des chances d'aboutir? Si ce n'était le fait que d'un seul État, par exemple la Russie qui décide de commercer en yuan, ou bien un pays dans le monde qui décide de le faire, ça n'aurait pas grosse influence et de grosses répercussions dans le monde. Et à partir du moment où il y a plus de 50 États en moins de 15 jours qui décident de s'allier ensemble pour ne plus utiliser le dollar dans leurs transactions commerciales mutuelles, eh bien ça commence à faire mal et ça commence à faire réfléchir l'oncle Sam. Et on peut se demander, mais que peuvent-ils faire? Eh bien, quand il y a plus de 50 États dans le monde qui font ça, eh bien, ils ne savent tout juste rien faire. Mais c'est quand même, sans compter, à mon avis, sur l'intelligence américaine, il ne faut pas se laisser faire et à grand succès de penser qu'un jour ou l'autre, ils vont nous sortir un lapin de leur chapeau qui va venir foutre un peu la margaille dans le système soit économique et géopolitique pour amener le trouble, des perturbations et ramener le dollar comme une stratégie de monnaie de réserve. Les Américains ne sont pas nés de la dernière nuit et ils ont des moyens suffisants et puissants pour faire basculer très rapidement d'un côté à l'autre et en leur faveur lorsqu'ils le jugeront nécessaire. Et si les Américains n'avaient que ce problème de dédollarisation, bien, ça serait encore limité. Mais ils sont en train de perdre un peu pied, pas seulement au niveau de leur monnaie du dollar, mais ils sont aussi en train de perdre pied face à certains États qu'ils parvenaient à manipuler en leur faveur. On peut citer le cas de l'Arabie saoudite qui a décidé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de rejoindre le groupe des 50 et de ne plus utiliser le dollar, mais de faire cette transaction commerciale en yuan. Mais en plus, ils ont décidé de ne plus répondre aux directives des États-Unis lorsque ceux-ci leur imposent soit d'ouvrir ou de fermer les vannes du pétrole. En effet, récemment, les Américains avaient demandé de réouvrir pour augmenter le nombre de barils de pétrole et l'Arabie saoudite a décidé de ne plus respecter et de ne plus être l'enfant docile face aux États-Unis. Par conséquent, on se rend compte que maintenant, eh bien, les États-Unis ne sont plus capables d'imposer leur vue auprès des pays d'Afrique du Nord et par conséquent, eh bien, ça leur met encore un bâton dans les roues puisque s'ils ne parviennent pas à pouvoir avoir la main mise sur le robinet de l'or noir, eh bien, ils ne sont plus en mesure non plus de gérer leur fameuse dette publique puisque, si vous vous souvenez, le pétrole eh bien, et le dollar, c'est le pétrodollar, ce qui permet de financer, de renflouer les caisses des États-Unis d'Amérique. Et s'il y avait que l'Arabie saoudite, eh bien, on serait bien content, mais ce n'est pas les seuls. Si nous analysons le cas de l'Iran, eh bien, nous nous rendons compte que l'Iran, qui est la fameuse bête noire des États-Unis, souvent soutenue d'ailleurs par la Russie, eh bien, l'Iran, rouvre de plus en plus d'ambassades un peu partout dans le monde, à Riyad, et l'on voit pour la première fois l'Iran se rapprocher de l'Arabie saoudite, et cela grâce à la diplomatie chinoise. Ce qui nous amène à dire que la Chine n'a pas seulement gagné sur le plan monétaire, mais qu'elle est en train aussi de gagner sur le plan diplomatique. Je vous rappelle qu'elle est aussi intervenue dans le cadre du conflit entre l'Ukraine et la Russie,
et qu'elle est parvenue également à un cessez-le-feu au Yémen. Alors, comment est-ce que les États-Unis pourraient remettre la mainmise sur l'Iran? Eh bien, ça paraît difficile parce que qu'est-ce que les États-Unis peuvent encore apporter à l'Iran, qui n'est pas un pays belliqueux? Eh bien, à part des F-16, eh bien, ils ne savent pas leur apporter grand-chose, tandis que la Chine peut leur apporter toute leur infrastructure, leur intelligence et leur industrie. Par conséquent, la Chine est un meilleur allié que les États-Unis pour faire progresser et amener l'Iran dans un développement économique, culturel et financier assez rapidement. Enfin, on peut rappeler et aussi tenir compte que la Chine a encore un troisième atout en main, et c'est dans le domaine commercial et industriel. En effet, les États-Unis sont devenus hyper dépendants de la Chine, l'Europe l'est encore plus d'ailleurs, mais les États-Unis ne pourraient même plus jouer sur ce point pour faire basculer la politique et la tendance actuelle, par le fait que si les États-Unis commencent à dire, eh bien, puisque c'est comme ça, on confisque le yuan et on ne commerce plus avec vous et on coupe les ponts, eh bien, il faut bien savoir que même si les États-Unis crient bien fort avoir des méga factories, des entreprises qui sont en train de savoir produire des semi-conducteurs, etc., pour devenir moins dépendants de la Chine, il faut bien imaginer que les États-Unis ne pourront jamais posséder que des entreprises d'assemblage et de fabrication, mais que les matières premières, eh bien, il n'y en a pas sur le territoire américain pour ces divers composants et qu'ils sont entièrement dépendants sur ce point des États-Unis. Il suffirait dans ce cas-là que la Chine rétorque et prenne des mesures de rétorsion en disant, eh bien, puisque vous prenez des sanctions contre nous, eh bien, nous n'exportons plus les terres rares. Et les terres rares, eh bien, elles sont uniquement sur le territoire chinois. Et là, on peut dire que la Chine est hégémonique au niveau des matières premières dans tout ce qui est transition énergétique. Et dans ce cas-là, eh bien, on a beau avoir des usines d'assemblage, si on n'a pas la matière première pour le faire, eh bien, on peut fermer boutique et il n'y aurait plus de transition énergétique et batteries et panneaux solaires et tout ce que vous voulez. Alors, ben, l'Europe, elle fait pas mieux, elle fait pire. Elle réussit convenablement son truc, puisque dans ce cas, eh bien, on se rend compte que l'Europe, elle, eh bien, elle a décidé d'avoir une politique écologique et elle a décidé d'aller vers la transition énergétique. Je ne reviens pas là-dessus, vous irez voir les liens qui se rapportent si vous n'avez pas suivi dans ma chaîne. Et cette transition énergétique basée sur l'éolien et le solaire, eh bien, ce sont des économies qui sont un caractère inflationniste par leur principe. Et par conséquent, ça ne fait encore que de renforcer l'inflation alors qu'on est en train d'essayer de la combattre. Et pour rappel, je vous rappelle que les transitions énergétiques, eh bien, le pétrole, etc., c'est en Arabie Saoudite, que l'Arabie Saoudite, on ne parvient plus à lui faire faire ce qu'on veut au niveau de son robinet. Donc, les prix peuvent augmenter parce qu'ils ont envie de vendre plus cher. Donc, ce qui est logique. Et n'oublions pas non plus que les producteurs de pétrole texan n'en demandent pas moins non plus. Donc, il faut s'attendre à ce que les prix redécollent. Mais rappelons quand même de manière historique que les taux d'intérêt que l'inflation a commencé à monter en avril 2021. Nous étions à 2% d'inflation et que nous sommes arrivés à son maximum le 25 février 2023, quasiment à la fameuse crise ukrainienne, et que depuis cette époque, eh bien, le prix des matières premières énergétiques n'ont pas cessé de diminuer et que, bon, on n'est sûrement pas à l'abri que ça redécolle un jour ou l'autre, et on a beau augmenter les taux d'intérêt ou tout ce que vous voulez, ou les taux directeurs, eh bien, c'est pas ça qui va arrêter la montée des prix énergétiques, puisque c'est quelque chose qui est finalement lié à cette politique-là, et ça n'a rien du tout de monétaire. Alors vous me direz, même si les prix énergétiques baissent, c'est pas pour ça que dans notre assiette ça baisse. En effet,
les grands marchés, les supermarchés, eh bien, ont vu leurs prix augmenter de 15, entre 15 et 30%, suivant le type de produit. Et on se demande comment et quand ça va diminuer. Eh bien, ça risque pas non plus de diminuer parce que ce n'est pas une conséquence monétaire. Donc, on aura beau intervenir au niveau des banques centrales, ça n'aura aucun effet. Pourquoi? Parce que si nous prenons l'exemple, par exemple, de l'agriculture, de tout ce qui est agroalimentaire, eh bien, le gros problème, c'est les engrais. Les engrais, ben, ils étaient achetés à la Russie, très bon marché. Eh bien, vu le contexte économique et géopolitique, eh bien, on ne peut plus avoir d'engrais et par conséquent, eh bien, on a deux solutions qui s'offrent à nous. Ou on ne met plus d'engrais et on a 30%, par exemple, de rentabilité en moins, donc il y a moins d'offres, donc conclusion, bien, les prix montent. Ou bien, deuxième solution, on fait importer de l'engrais qui vient de très loin d'Asie et fabriqué peut-être dans de très mauvaises conditions et peut-être pas bon pour notre santé au passage, mais ça coûte très cher, donc les prix se répercutent évidemment sur le prix d'achat du consommateur dans le grand magasin. Donc ça revient strictement au même et on aura beau monter de 25,50 points, c'est pas ça qui fera baisser le prix dans notre assiette. Par conséquent, eh bien, les prix ne vont faire que de décoller. Qu'est-ce que les taux qu'on augmente ont pour effet premier? Eh bien, c'est de faire diminuer la demande. En effet, on voit déjà que certaines catégories de personnes commencent à passer un repas. C'est pas ça qui va faire baisser les prix. Les gens consomment moins. On voit aussi que, vu que le taux hypothécaire a augmenté, ils ont été multipliés par 3, mais les gens n'achètent plus. On voit aussi qu'on augmente les impôts parce que les dettes sont devenues de plus en plus importantes auprès des États. Et par conséquent, eh bien, les gens n'ont plus assez d'argent que pour consommer. Et par conséquent, ça ne fait pas diminuer les prix, mais au contraire, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, c'est que les entreprises sont également en difficulté, les commerçants aussi, et qu'on va avoir de plus en plus de faillites, ce qui est déjà le cas cette année. Et on voit grandement les entreprises en faillite. J'ai d'ailleurs été surprise il y a un jour ou deux de lire que Yves Rocher, par exemple, fermait ses magasins en Allemagne et en Autriche et en Suisse, je crois. Il y a aussi des entreprises qui fabriquent du verre, du bois ou des engrais qui ferment carrément parce qu'ils ne s'en sortent plus. Vous voyez déjà beaucoup de boulangers qui ont fermé. Et bien ça, c'est une répercussion liée au fait que ça coûte cher et que les gens consomment moins. Et du coup, ben, les petits commerçants et même les gros ne s'en sortent plus et on ferme. Voilà, ça n'a que cet effet-là, c'est de réduire la demande, mais ça n'aura aucun impact sur le prix à la consommation, que ce soit au niveau énergétique ou au niveau alimentaire, agroalimentaire ou commercial, tout simplement. En conclusion, eh bien, nous pouvons en retirer les points suivants. Eh bien, c'est que la Chine sera sans nul doute euh, dans ce qu'elle avait prédit, c'est-à-dire que pour 2035, elle avait prédit devenir une domination économique dans ses plans. Et apparemment, eh bien, ces promesses risquent d'être exaucées à plusieurs points de vue, puisque numéro un au niveau de la monnaie, puisque le yuan est de plus en plus utilisé dans le monde et par conséquent une des monnaies qui a le plus de liquidité et de mouvement pour le moment. D'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui vont dans les bourses d'échange, vous pouvez voir qu'actuellement l'or est coté en différentes devises. Avant, on avait le rouble, le dollar, l'euro, le yen. Eh bien, on a retiré le rouble et on l'a remplacé par le yuan. Voilà. Enfin, la Chine deviendrait numéro un aussi au niveau diplomatique. Elle serait aussi numéro un au niveau commercial avec le plus grand nombre de transactions commerciales dans le monde. Et enfin, elle est hégémonique au niveau des terres rares, indispensable pour les fameuses transitions énergétiques, vive l'écologie. Et enfin, eh bien, elle tire parti aussi de la mauvaise politique européenne, que ce soit au niveau de l'écologie, de sa fameuse transition énergétique, et également de sa politique, de sa géopolitique,
et de son instabilité sur son territoire. En effet, si on n'avait pas ces éléments-là, eh bien les pays qui ne souhaitent plus bénéficier du dollar auraient pu se tourner vers notre euro. La Chine a donc bien su profiter de l'impact que la politique américaine a eu sur la Russie et donc elle a pu tirer son épingle du jeu. Maintenant, on sait que le yuan, évidemment, est la belle alternative au dollar, mais est toujours risqué. C'est une valeur qui est toujours susceptible, du jour au lendemain, d'être confisquée suivant X, Y, Z, pas uniquement les Américains, enfin, n'importe quel pays, pourrait être confisqué. On a vu des exemples par le passé. Donc, l'impact devrait être en faveur de l'or. Et si vous regardez, eh bien actuellement les États, comme je vous l'ai dit, achètent de l'or, mais ce n'est pas pour ça que l'or explose. En tout cas, l'impact sur l'or, eh bien, à court terme, on ne le voit toujours pas arriver. L'or plafonne toujours dans les 1800-2000 dollars, suivant que vous le prenez en dollars ou en euros. Et ça ne semble pas bouger pour le moment. Plusieurs analystes l'avaient d'ailleurs annoncé en disant qu'il y aurait même une légère baisse avant que ça ne reparte à la hausse. Pour que ça remonte à court terme, ben, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait que les banques centrales doivent réagir à nouveau pour faire face à une situation financière mondiale dangereuse. Deux, que on continue à augmenter les taux, mais de manière continue pendant longtemps et de manière forte, ou bien une actualité géopolitique qui pourrait remettre en mouvement une crainte, un élément d'anxiété, ou quatrièmement, eh bien que les 1800-2000 euros qu'on voit actuellement pour l'or soient en fait un plancher et sous lequel l'or ne descendrait plus. Dans ce cas-là, évidemment, ça serait une bonne nouvelle. Mais en attendant, on ne voit pas cet impact se profiler. Par conséquent, la majorité, évidemment, des investisseurs essaient de se tourner où il y a le plus de rendement. C'est vrai que pour le moment, la bourse est repartie à la hausse, donc il y a de beaux rendements à faire. Il y a aussi des obligations d'entreprise qui sont aussi à des taux assez alléchants. Par conséquent, bien, les investisseurs se tournent vers ça, mais évidemment, les intérêts qu'ils reçoivent, eh bien, soit ils les mettent sur un compte en attendant de voir, ou ils réinvestiront au moment venu dans l'or. Et là, ça sera peut-être le redémarrage du prix de l'or à la hausse. En attendant, l'or est stable, c'est déjà pas mal, dans les circonstances que l'on traverse. Et je dirais quelque chose aussi, n'oublions jamais aussi que quand on dit que l'or monte ou que l'or descend, c'est toujours par rapport à une devise. Et quand on dit que l'or monte, eh bien, si on le voit par rapport à l'euro, c'est pas parce que l'or monte, mais c'est parce que l'euro dévalue et dévalue très fort. C'est le même aussi pour le dollar. Voilà, donc à analyser, à coter et évaluer toujours l'or par rapport à votre monnaie personnelle. Moi, je suis belge, euro, français, vous serez en euros. Mais faites la comparaison avec le dollar, le yuan, pourquoi pas, et une autre monnaie de votre choix, si vous le souhaitez, par exemple le yen, et faites-vous votre analyse en conséquence. Un petit conseil. Voilà, je vous dis à bientôt.